Mon invitée, elle narre, elle écrit, elle chante, elle met en scène peut-être bien, on va le savoir, je ne sais pas trop. Elle compte, assurément. Elle se raconte. Mon invitée, Marité Morin. Marité Morin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Cette énumération, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que par hasard, l'impression que je te donne en énumérant tout ce que tu as fait, ça te dit « Wow, il me reste encore beaucoup à faire » ou encore « J'en ai fait pas mal ». Ben, un peu des deux. J'en ai fait pas mal, mais je constate toujours que le chemin devant est plus important que le chemin derrière. Je suis pas du genre à beaucoup ressasser nécessairement ce que j'ai fait. J'ai plus l'œil fixé sur ce que j'ai à faire encore. Et comme le temps raccourcit, je sens une plus grande urgence envers les projets actuels. Dans tous les projets, justement, puis je sais que tous nous touchent, bien entendu, mais ils nous touchent de façon différente. Oui. Et je vais les passer en revue juste pour avoir l'émotion qui est en arrière de chacun. La comédienne, c'est quoi l'émotion quand Marité Morin est comédienne? L'émotion, c'en est une de grande fébrilité. Je me dirais que c'est la première chose qui me vient. La fébrilité de plusieurs aspects, de rendre justice au personnage, de savoir, d'essayer de plonger dans mon intérieur, dans ce que j'ai vécu, pour pouvoir lui donner cette étoffe-là, parce qu'on ne peut pas on ne peut pas décrire le goût d'une pomme si on n'y a pas goûté. Si on croque pas dedans, oui. Oui. Et donc, cette fébrilité-là, est-ce que j'aurai ce qu'il faut pour fouiller tous les raccoins de mon personnage, le rendre avec justice? J'ai toujours pensé que le travail d'un acteur était un peu celui d'un avocat, de défendre le rôle. C'est pas à nous de le juger. On n'a pas du tout parce que notre personnage peut être un mécréant. L'important, c'est de savoir lui donner une humanité, parce que tout mécréant a quand même un bon côté. L'humanité n'est jamais complètement dans le noir ou le blanc, C'est pas mal gris, pas mal. Hein? C'est très gris, oui. Tout à fait, absolument. Ouais. Donc, cette fébrilité-là, pour moi. Ça, c'est pour la comédienne. Pour celle qui chante, l'émotion, c'est quoi? L'instant présent. Ah oui? Oui, l'instant présent. Parce qu'une chanson, pour moi, je chante jamais de la même façon une chanson d'une fois à l'autre. Il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Surtout si on a le plaisir de jouer avec un band live, chaque musicien va avoir le rythme ne sera jamais tout à fait à la même place. On pourrait dire la même chose quand on joue, évidemment, mais je dirais que la chanson, c'est encore plus vrai, cet aspect-là. Et puis parce qu'aussi, même si je sais ce que je vais chanter, même si je sais que l'émotion dominante de la chanson, c'est ça, je suis dans l'instant présent de ce moment-là où la note sort. Et chaque note a sa petite histoire et s'imbrique une dans l'autre. Alors, l'instant présent pour la chanson. Pour la narratrice. La narratrice. Celle-là, une continuité, je dirais. Parce que toute narration doit avoir un point A bien défini et un point B, C, D, E, F, peu importe, très défini aussi. Et avec ça, savoir suivre les flots de cette narration-là, c'est la même chose dans le conte aussi. Le conte est tellement avec l'interlocuteur ou les interlocuteurs qu'on a devant soi. On réagit à cette présence-là qui nous écoute. Et donc, cette continuité-là est essentielle pour pouvoir bien rendre l'histoire qu'on veut raconter. Celle qui écrit, je le dis de façon globale, parce qu'évidemment, il y a plusieurs écrits, types d'écrits auxquels vous vous êtes adonné, bien sûr, mais l'écriture en général, quelle émotion ça soulève ou ça va chercher? Une grande intimité pour moi, ça. Ça, c'est mon jardin secret. Là où j'ai pas la pression de performer. Oui, mais c'est sur une longue distance. C'est quand je termine l'écriture, là, j'ai l'impression d'être un petit peu plus dans la performance. Mais autrement, c'est comme une sorte d'intimité de jardin secret où je cultive lentement les choses, où je tisse comme une araignée ma toile. Et ça, je fais ça à l'abri des regards et c'est merveilleux, ce travail-là. Dans les dernières années, j'ai écrit davantage que j'ai été sur scène. Et c'était un métier que
je me disais toujours, j'avais beaucoup de difficultés que je faisais beaucoup de tournées dans une année. J'avais beaucoup de difficultés à faire les deux métiers en même temps. Puis je comprenais pas, je voyais d'autres personnes le faire. Et je pense que chaque artiste est différent. Et je faisais du théâtre très physique. On chantait, on dansait. Et donc, ces tournées-là, 2 représentations par jour, souvent dans 2 endroits différents, c'est physiquement demandant, mentalement aussi, c'est exigeant. Et quand je revenais de tourner, je me disais, « Ah, c'est merveilleux, j'ai un mois devant moi, je vais pouvoir écrire. » C'était jamais le cas. D'abord, il fallait que je retrouve mes repères chez moi, dans mon quartier, dans ma maison. Et puis ensuite, il fallait que je me refasse un peu des forces. Et puis, je m'en voulais de ne pas écrire. Ces dernières années, ben là, j'ai eu un rythme où je pouvais vraiment prendre mon temps, établir... Mais j'ai mes routines. Mes routines sont très précieuses. On va y revenir aux routines, justement. J'ai mentionné la mise en scène et j'ai eu un moment d'hésitation. Est-ce que, justement, il y a aussi la mise en scène et quelle émotion ça suggère rapidement? Bien ça, la mise en scène, je laisse ça à des gens plus doués que moi. J'en ai fait 2 en 40 ans, puis c'est au niveau du théâtre communautaire. Parce que c'est un ensemble, la mise en scène, un ensemble physique, scénique. Il faut autant s'occuper des éclairages que du dosage, de la musique, s'il y en a, parce qu'il n'y a pas tous les spectacles en ont. Et tous ces aspects-là, plus techniques, m'attiraient moins, j'avoue. J'aime bien, moi, faire un seul travail spécifique et comme jouer. C'est mon rayon. Je vais apporter à mon metteur en scène plein de suggestions. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je comprends, que je suis capable de donner. Mais la mise en scène, j'ai toujours trouvé ça un peu trop contraignant pour ma personnalité. Eh bien, on va creuser tout ça, ma chère Marie-Thé Morin, si vous permettez, dans quelques minutes, mesdames et messieurs, bien sûr, tout juste après les prochains messages. De retour à Sans détour, mesdames, messieurs, et mon invité, c'est toujours bien entendu Marie-Thé Morin, bien entendu. Marie-Thé, les marionnettes. J'ai l'impression que c'est très cher à votre cœur, les marionnettes. Oui. Pourquoi particulièrement? Parce que c'est entre l'imaginaire, la créativité et la réalité. On peut passer des messages sans nécessairement que ce soit personnel. C'est quoi le jeu de la marionnette dans l'existence de Marie-Thé Morin? Il y a beaucoup de choses avec la marionnette. Il y a d'abord un côté très humble. Moi, je suis arrivée à la marionnette après avoir fait beaucoup de spectacles où j'étais à l'avant-plan, où je chantais et je faisais tous les temps. Et quand on m'a proposé un premier spectacle de marionnette, j'ai eu peur que je ne serais pas à la hauteur de ça. Parce que tout d'un coup, je devais me cacher derrière un objet. Je devais le manipuler puis lui donner vie. J'avais tout à apprendre. J'arrivais à peu près tout près de la quarantaine quand on m'a offert ce rôle-là. C'était avec Maïta. J'y suis allée avec la meilleure intention du monde en me disant « J'ai tout à apprendre, je ne sais rien, c'est comme Socrate, alors je sais tout. » J'y suis allée, puis j'ai appris à faire bouger cet objet-là, à oublier mon propre corps, à tout rendre. C'est comme un négatif de photographie, à prendre toutes mes énergies et à le mettre dans l'objet. C'était les grandes marionnettes, les petites marionnettes, c'était les marionnettes manipulables? Ce qu'on appelle une marionnette à main prenante. OK, parfait. Donc, une main dans la tête et une main soit dans une manche ou l'autre. On fait des changements de main comme ça. Et la marionnette, à un moment donné, a une vie propre. On n'était pas cagoulés quand on jouait le spectacle. Je te dirais que pendant les 5 premières minutes, les spectateurs regardaient à la fois l'interprète et la marionnette, mais au bout de 5 minutes, c'était la marionnette qui prenait toute l'attention, ce qui est formidable. Je m'étais donné comme mission, si je peux disparaître complètement, j'ai accompli mon travail parce que la marionnette, elle est vivante. Ça a été une expérience qui a duré 10 ans.
Et puis, parallèlement à ça, à Vox Théâtre, que j'ai cofondé, on a commencé aussi à intégrer de la marionnette dans nos spectacles. Parce que marionnette et voix, c'est intimement lié, évidemment. Parce que... Comment est-ce qu'on fait pour oublier le texte? Façon de parler, enfin, je suis le personnage, mais faire passer le texte dans la voix de la marionnette ou dans l'image que représente, dans la manipulation de la marionnette. C'est beaucoup lié au souffle, je dirais. Beaucoup? Beaucoup lié au souffle. Parce que, je veux dire, on imprègne tout ce qui émane de nous, on l'imprègne dans la marionnette. La marionnette peut soupirer, et puis c'est tout à fait crédible. On a vraiment l'impression que c'est un individu ou une personne qui soupire. Et ça, ben, c'est juste une question c'est presque une symbiose. J'avais l'impression des fois d'être l'âme de l'objet. Donc une âme, c'est invisible. Et je lui insufflais tout ce que je pouvais. Et donc, évidemment, l'objet se soulève en même temps que moi, je fais ce souffle-là. C'est quelque chose qui est, quand c'est réussi, et puis je n'ai pas arrêté de peaufiner ce travail. Chaque fois que je prenais la marionnette de Maïta, c'était une occasion pour moi de mieux la connaître. J'ai toujours pensé que Maïta et moi, on était des amis, et que notre amitié n'arrêtait jamais de grandir. Comme Bobino et Bobinette, hein? Oui, il y a cette symbiose-là tout le temps. Parce que Bobino, il croyait qu'il parlait à sa petite sœur. Et Christine Lamère, je pense qu'il y a eu plusieurs interprètes de Bobinette, mais moi, je me souviens de Christine Lamère. C'est la plus connue. Oui. Il ne parlait pas à Christine Lamère, il parlait à Bobinette. Mais la symbiose entre Christine Lamère et Bobinette, elle était là. Et donc, c'est vraiment magique. Quand on a plusieurs marionnettes, parce que ça a été le cas aussi, évidemment, il y a une marionnette principale à laquelle vous avez joué, si je peux dire, ou manipulé, mais il y a toujours aussi peut-être une deuxième marionnette, une troisième, dépendant du texte, dépendant des circonstances. Le type de relation entre le comédien et la comédienne qui joue avec une marionnette, l'autre comédien qui joue avec une autre marionnette, comment se fait la synchronisation, etc.? Est-ce que là, vraiment, le texte prend toute son importance ou est-ce que c'est le jeu et la complicité qui rentrent en ligne de compte davantage? Bien, le jeu et la complicité rentrent toujours en ligne de compte. Puis ça, peu importe le type de spectacle. Dans Maïta, évidemment, on avait des ombres chinoises aussi, parce que, évidemment, ça se passait dans une usine où travaillaient des enfants. Et Maïta était un peu la chef de tout ce qui se passait là. C'était la plus vieille. Elle prenait soin de tous les autres enfants. Et le soir venu, elle racontait aux enfants l'histoire d'Issane, princesse de la lumière. Et on avait un petit écran sur la table où la marionnette Maïta, c'était une sorte de mise en abîme, où la marionnette de Maïta manipulait la marionnette d'Issane en ombre chinoise. Et derrière moi, mes camarades comédiens faisaient des ombres chinoises, de grandes ombres chinoises. Alors les enfants qui voyaient le spectacle avaient pouvaient voir le petit spectacle sur le petit écran sur la table ou le grand écran. Et j'ai jamais su lequel des deux ils regardaient. Moi, je pense qu'il y avait autant de magie dans la mise en abîme de Maïta qui faisait bouger Issane tout doucement, avec l'aide évidemment de mes camarades sur scène, Esther Beauchemin et Nathalie Poiré, qu'il y en avait avec le reste de l'équipe qui était derrière, qui faisait bouger les grandes marionnettes. Mais c'est effectivement un monde où il n'y a pas de limite à ce qu'on peut créer. Est-ce que ce spectacle-là a été, comme on dit communément, exporté? Oui. Maïta, un peu comme Oz qu'on a fait avec, qui est un autre type, parce que là, à ce moment-là, j'étais un peu Bobino dans Oz, parce que je jouais Dorothée. Il y a eu Sauvage, il y a eu La Miss et la Madame, Oz, etc., c'est ça? Oui, c'est ça. Mais eux autres, Sauvage et La Miss et la Madame, ça, c'est plus des spectacles comme dans le spectaculaire, là, où j'étais au devant de la scène. Tout à fait. Mais avec Oz, je jouais Dorothée. Et Pierre Rodier, mon camarade sur scène, jouait tous les autres personnages, et très souvent avec c'était des costumes marionnettes.
le costume pouvait se manipuler comme une marionnette et il pouvait le porter. Alors là, j'avais l'impression d'être Bobino, s'adressant à Bobinette. C'était très magique, ça aussi. Avec Maïta, on a fait... la pièce a été traduite en anglais et en espagnol, et puis j'ai eu l'occasion d'aller jouer à Mexico. Est-ce que la réaction du public à Mexico face aux marionnettes, parce qu'il y a toute la symbolique au Mexico, il y a les masques, évidemment, il y a les couleurs. Bon, c'est un monde culturellement extrêmement riche aussi. Est-ce que, justement, l'accueil a été similaire, complètement différent, ou est-ce que Maïta a réussi à s'intégrer dans la culture mexicaine? Je pense que le spectacle a pris une autre dimension à Mexico. J'imagine, hein? Oui. Peut-être au-delà de l'artistique, c'était la thématique, parce qu'il y a du travail il y a du travail des enfants dans la société, et cette thématique-là a touché énormément les gens. Et ce qui était fabuleux, parce que moi, je ne parle pas espagnol, donc j'ai appris le texte comme une partition musicale. Et dans une ville de 12 millions d'habitants, quand je rentre chez moi à l'aéroport, il y a une grand-mère qui se met à courir après moi, qui dit « Maïta! Maïta! » Et elle a vu le spectacle avec ses petits-enfants et elle se met à me parler à 100 000 à l'heure en espagnol pour me dire combien qu'elle avait aimé le spectacle, mais il fallait que je lui dise « Habla un poquito de espagnol solamente. » Et elle essayait de ralentir, mais ça l'avait énormément touché d'avoir vu ça avec ses enfants, parce que ses enfants connaissaient des enfants qui... on a pu se comprendre finalement un tout petit peu, mais ça a vraiment été une très belle expérience, autant avec l'équipe technique aussi, qui ont beaucoup aimé le spectacle, donc ils nous ont réservé un traitement royal, parce qu'on était dans un grand festival international. Il y avait toutes sortes de spectacles qui se passaient à ce moment-là. Il y avait de l'opéra autant que du théâtre, que de la danse. Et nous, l'équipe technique, je pense à cause de Diane Fortin, notre directrice de tournée, qui a tellement d'entre-gens, on a eu le traitement royal avec les gens à Mexico. On a vraiment eu la chance d'avoir un contact avec la population locale. Puis le spectacle a pris une dimension qui était vraiment très, 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 très riche là-bas, ouais. C'est très intéressant de voir que culturellement, il y a le monde des marionnettes, c'est un peu comme le mime, hein? Tu fais du mime, que ce soit en URSS, en Afghanistan, au Turkménistan ou encore au Canada ou au Québec, peu importe, à Caracat, le mime, ça poigne, comme on dit. J'ai l'impression que c'est la même chose pour la marionnette. Ouais, Quel que soit le type de marionnette. Oui, il y a un contact, il y a quelque chose d'universel dans ces médiums-là. Premièrement, les marionnettes de Maïta n'avaient aucun visage. C'était des têtes blanches pour capter la lumière et leur donner des expressions, parce que les enfants nous disaient souvent « Ah, j'aimais quand les marionnettes rient. » Ils n'ont pas d'expression, les marionnettes. Mais à cause de la lumière, de la façon qu'on les faisait bouger, les enfants voyaient la marionnette rire, manger, sourire, faire toutes les expressions humaines. La manipulation, parce que beaucoup des gens qui nous écoutent, Marité, les gens voient le résultat, bien sûr, de la marionnette qui s'exprime, qui est bon, etc., que ce soit les adultes ou les plus jeunes. Mais dans la manipulation, comment est-ce qu'on fait pour contrôler, s'il y a un contrôle à exercer? Comme je parlais beaucoup de symbiose, moi, au début, quand j'ai commencé à jouer Maïta, j'avais l'impression d'avoir eu un accident et que je devais suivre une rééducation, réapprendre à marcher, réapprendre à descendre des escaliers, réapprendre à utiliser des objets sur la table. Et plus c'est fluide, plus on a l'impression de voir un être humain à part entière sur scène. Alors, mais avant la fluidité, il y a toute la technique de comment on descend les escaliers avec la marionnette. Il ne faut pas que la marionnette flotte, il ne faut pas qu'elle s'écrase. Alors, il faut toujours avoir la bonne hauteur. Alors, moi, la première chose que j'ai apprise, c'est que j'allais avoir mal à mes deltoïdes le soir en rentrant à l'hôtel, parce qu'il fallait... La bonne hauteur de ma marionnette était ici. Donc, c'est encore imprégné. Je pourrais reprendre la marionnette aujourd'hui, puis je saurais que c'est là, il faut que je la tienne. Parce que sinon, sa robe s'écrase, elle a l'air de ne plus avoir de jambes. Ou elle flotte, ce qui est encore plus terrible, à mon avis, parce qu'elle est désincarnée à ce moment-là.
Alors, il faut apprendre à marcher, il faut apprendre à faire les changements de main. Ça aussi, c'est parce que si on est sur le côté court, il faut avoir la main gauche dans la manche. Et dès qu'on change, on va sur l'autre côté, il faut que la marionnette soit toujours ouverte vers le public. C'est toutes des petites choses. Moi, j'avais même inscrit mes changements de main dans le texte comme une réplique pour atteindre cette fluidité-là. Donc, c'est toutes des petites techniques qu'on a pour arriver à créer l'illusion que l'objet est bien vivant. Et ça prend beaucoup de contrôle, effectivement. Puis, à un moment donné, ça devient une seconde nature. Mais au début, des fois, on fait un geste brusque. On a mal au deltoïde. Oui, puis si on fait un geste brusque, parce que peut-être on s'est accroché quelque part, on fait merde. En intérieur, on fait merde. Parce que on sait que c'est pas beau. Et on veut toujours que la marionnette soit belle, puis qu'elle ait l'air d'être indépendante de nous. Où c'est que tu as appris l'art de la marionnette? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'il y a des écoles de marionnettes ou est-ce que c'est sur le tas, comme on dit communément? Je pense qu'il y a des écoles de marionnettes parce qu'à l'époque, c'était le Théâtre de Sable qui nous donnait notre formation à l'équipe de Maïta. Et Josée Campanale, qui est la créatrice des marionnettes et qui nous avait donné avec son mari, Gérard Bibeau, qui était aussi le cofondateur du Théâtre de Sable, les deux, c'est eux qui nous enseignaient comment on devait faire bouger ces marionnettes-là. Et arrêtez pas de nous dire, on pourrait embaucher des marionnettistes, mais on préfère embaucher des acteurs, parce que les acteurs peuvent nous donner une émotion que le marionnettiste est peut-être plus technicien, puis on aime mieux former les acteurs à manipuler les marionnettes qu'avoir des marionnettistes en bonne et due forme à qui on ne peut pas enseigner l'émotion. C'est un peu la prémisse de ça. Mesdames, Messieurs, restez aux écoutes. On vous revient dans quelques secondes. De retour à Sans détour avec Marité Morin, on a parlé de marionnettes, on a parlé beaucoup de choses, mais il y a une chose à laquelle il faut absolument que je revienne, bien sûr, c'est la création de Vox Théâtre. Mais avant qu'on parle de Vox Théâtre, est-ce que justement Marité Morin a suivi le parcours, comment je dirais, éducatif normal? On va commencer par le début, tiens. Okay. Marité Morin est née où? Marité Morin est née à Ottawa, à l'hôpital Montfort. J'ai grandi au début, les 5 premières années de ma vie, au coin du chemin de Montréal et du boulevard Saint-Laurent. La maison était située derrière le stationnement de Belle-Île, automobile. OK, automobile, oui. Ouais. Ensuite, mon père a eu un infarctus assez sévère et comme la maison était tout près de la Maple Leaf Tavern, il y avait beaucoup de bruit, là. Le médecin de mon père lui a recommandé peut-être de déménager en banlieue et on s'est installé dans le sud-est d'Ottawa. Et c'est là que j'ai passé la plus grande partie de mon enfance et de mon adolescence. Avec des cours, bien sûr, et l'école en français, en anglais? Non, l'école en français. Oui, l'école Saint-Luc d'abord. Et ensuite, l'école Charlebois, qui n'existe plus maintenant. Ben, le bâtiment existe, mais plus l'école Charlebois, malheureusement. Et ensuite, j'ai essayé de faire l'Université d'Ottawa. Mais le hasard a fait que j'ai rencontré Pierre Rodier à la fin de mon parcours secondaire, et parce qu'on n'allait pas à la même école. Et on s'est rencontrés lors d'un festival de théâtre étudiant. J'avais écrit une pièce pour mon école et a voulu la monter avec sa troupe qui s'appelait à l'époque le Cabano. Et une fois que je l'ai rencontré, on ne s'est plus jamais vraiment quitté. Donc ça, c'est la petite histoire. Mes études à l'Université d'Ottawa. À l'époque, l'Université d'Ottawa, le département de théâtre, il n'y avait pas beaucoup de place pour les Franco-Ontariens. Pour diverses raisons. Je dirais que la raison principale, c'était que les Québécois arrivaient 2 ans plus vieux que nous, avaient fait le DEC. Donc, pour quand il y avait des productions, il y avait toujours les meilleurs rôles. Et nous, on arrivait à 19 ans. Mais le département de théâtre existait déjà à ce moment-là? Existait déjà, oui. Oui, c'était, je parle autour de 1980, si je me trompe. Oui, c'est ça, dans ces coins-là, tout à fait.
Et puis, mais c'était pas le même département qu'aujourd'hui. Puis bon, j'y trouvais pas tout à fait ma place, je dois l'avouer comme ça. Et en même temps, avec Pierre, ben on avait tout à bâtir. On avait commencé à vouloir faire des spectacles pour notre communauté, mais il n'y avait pas vraiment de salle où on pouvait les jouer. Alors, on avait loué un petit local au 425B rue MacArthur. C'était vraiment un sous-sol de je ne sais plus combien de pieds carrés il y avait là. Mais enfin, on est allé acheter chez Cohen Cohen, qui était une espèce d'endroit où on pouvait acheter des débris de construction encore utilisables. On a acheté les vieux bancs du Théâtre Rideau et on a créé un petit théâtre de poche de 30 places et on faisait des spectacles régulièrement à cet endroit-là. Il y avait souvent des cabarets où on invitait des jeunes du secondaire à venir se produire là. Ça a duré presque 2 ans, jusqu'à temps que... puis il n'y avait pas de salle de toilette dans l'endroit. Il fallait envoyer les gens au Fat Alberts en face. C'était pas tout à fait légal, mais c'était un endroit de création où on a appris beaucoup. Après le 425B, il y a eu des périodes de flottement, évidemment, parce que c'était difficile, on n'avait pas de subvention, c'était difficile d'avoir un local permanent. Alors, on s'est retrouvé au centre communautaire Overbrook, on s'est retrouvé ensuite à Orléans, où on a assisté en apportant nos talents pour des campagnes de financement, des fois, ou des parades, ou pour le MIFO. Et c'est quand la Cour des arts est arrivée, on a commencé vraiment là, à avoir un local à nous. Mais pour ce qui est de ma formation, j'ai vraiment appris sur le tas. Sur le tas et avec des spécialistes. Il y a eu Francine Côté qui a été pour moi très, très importante. Francine est une petite clown qui a travaillé au Cirque du Soleil, une ancienne de Charlebois, elle aussi. Elle m'a appris, elle avait une discipline de fer. Oh là! Ça aussi, c'était spécial. Les ateliers qu'on a suivis avec elle, on rentrait, là, puis le matin, quand je me réveillais, il n'y avait pas un muscle dans mon corps qui me faisait pas mal. C'était vraiment très physique comme travail. Ensuite, il y a eu Jennifer Allen. Jennifer Allen qui m'a beaucoup aidé à développer ma voix. Parce que j'étais un enfant un peu timide, très timide. Et j'avais eu à l'école primaire une professeure qui m'avait vraiment m'avait découragé de chanter. Et avec Vox, évidemment, j'avais repris confiance, mais avec Jennifer, ça a été l'élan. Elle m'a fait découvrir que j'avais un registre beaucoup plus vaste que ce que je croyais avoir. Et ça m'a aidé autant dans le jeu que dans le chant. C'est ça que j'allais dire, c'est vraiment un plus de savoir chanter et de savoir jouer. Effectivement, parce que le travail, c'est un travail vocal pour les deux. Mais quand je fais mes comptes, j'aime bien pouvoir donner des voix différentes quand des personnages interviennent. Et donc, on devient un peu un jukebox dans notre compte, à s'amuser à incarner les différents personnages qui interviennent avec la voix de narration qui stabilise le tout. Puis quand on chante, évidemment, c'est plaisant de se dire, OK, je peux faire la chanson peut-être sur mon contralto, mais je sais aussi que j'ai une autre possibilité, c'est de le faire d'une gamme plus haut, puis ça peut donner 2 émotions différentes. Puis quelle émotion je préfère? C'est des cartes dans nos jeux. Tout à fait, tout à fait. Vox Théâtre, l'idée, disons, le grand public, quand il parle de Vox Théâtre, évidemment, c'est une entité bien formée, bien structurée, bon, etc., qui comprend un certain nombre de gens, bien sûr. Ça n'a pas été comme ça au point de départ. Non, au point de départ, on était 5 jeunes qui venaient des différentes écoles secondaires d'Ottawa, Charlebois, André-Laurando, Bellecour. Il y avait même, à une certaine époque, d'autres jeunes. On a été jusqu'à un moment donné dans la création de C'est quoi le but en 81. Je pense qu'on était probablement pas loin d'une quinzaine. Et il y avait du monde de Plantagenet, Monique Ménard, que je salue si jamais elle me regarde. J'ai une vieille copine, mais que je n'ai pas vue depuis une éternité. Il y avait
Madeleine Thibault, qui était une collègue avec qui j'ai fait du théâtre à Charlebois. On était très nombreux. Il y a plusieurs personnes qui ont participé à la création. Puis il y avait finalement juste 4 personnes qui jouaient le spectacle, mais... Qui sont, d'ailleurs, principalement? C'est quoi le but? C'était... Puis ça, c'était pas... Il y avait... attends un petit peu, je ne veux pas me tromper, parce que là, à ce moment-là, c'était pas les 5 qu'on avait vus dans Pinocchio. Là. Mm-hmm. Il y avait Guy Blais. Guy Blais, qui était un collègue que j'avais rencontré à l'Université d'Ottawa, qui venait de Sturgeon Falls. Pierre Rodier, moi, et... Est-ce que c'était Madeleine? Je me souviens plus laquelle. On va dire que c'était... Je pense que c'était Madeleine. Je pense que c'était Madeleine Thibault. Ouais. Ça commence à être vieux. Et ensuite, le groupe s'est stabilisé. C'est devenu Louis Robillard, Luc Dorion, Pierre Rodier, Lucie Desjardins, ou Lucie Desjardins, maintenant elle a repris son nom, et moi. Mm-hmm. Et on a été un long collectif. On a duré 7 ans, jusqu'en 87. Le public vous a tout de suite adopté, hein, comme le théâtre de la Vieille 17, et puis bon, comme la troisième troupe aussi. Ça n'a pas été long que quand les gens ont appris l'existence, des différentes troupes de théâtre dans la région, les gens vous ont adopté, que ce soit l'une ou l'autre. Pourquoi penses-tu que justement que les gens ont sauté sur l'occasion comme telle? Parce que ça venait combler un besoin, un manque, parce que c'était quelque chose qui, socialement parlant et culturellement parlant, manquait dans la région? Bien, je pense qu'on a toujours besoin de se faire raconter des histoires. Peu importe. Puis à l'époque, effectivement, à Ottawa, il y avait un besoin, je pense, d'avoir des troupes qui racontent les histoires locales. Et nous, on était vraiment des gens d'Ottawa. On avait vraiment la communauté à cœur. On avait même aussi tout un pendant communautaire aussi, où on donnait des formations. On avait créé des projets pour pouvoir aller animer des groupes communautaires de différents âges, des tout petits aux adultes. Ça nous a donné l'occasion de prendre le pouls aussi de notre monde. De pas juste... on avait envie, évidemment, de créer des choses, de dire des choses qui nous touchaient personnellement, mais il fallait que ça dépasse le cadre de notre individualité. Il fallait que ça devienne quelque chose qui pouvait être épousé par les gens, nos spectateurs. J'ai comme l'impression aussi que ça a stimulé la création. Les auteurs, les autrices, bien entendu, les comédiens, les comédiennes ont vu que, tiens, on peut jouer dans la région, oui. On peut parler de nous, de ce que l'on vit, etc. J'ai l'impression que ça a été un déclencheur, comme un peu d'ailleurs le Festival franco-ontarien, comme un peu la Nuit sur l'étang dans le nord de l'Ontario. Oui. Ça a été des moments déclencheurs, non? Oui, tout à fait, parce qu'à partir du moment où on commence à se voir sur nos scènes, on commence à voir des gens qui nous ressemblent sur nos scènes, on se dit, mais c'est possible. Et à partir de là, pourquoi pas l'essayer? Pourquoi pas apporter... Et moi, j'ai toujours été, même très jeune, je disais, l'important, c'est que sur nos scènes, on ait une pluralité de points de vue et de voix. Et j'ai toujours, et encore à ce jour, je m'insurge contre toute forme de censure, parce qu'on doit entendre toutes les voix possibles et imaginables. On est assez intelligent comme société, comme humanité, pour faire la part des choses, pour comprendre que les histoires nous présente des points de vue, et on est d'accord avec le point de vue ou pas, mais on a le débat, on a toujours cette possibilité-là de débattre. Et ça, c'est ce qui fait que notre humanité peut évoluer. Et c'est d'autant plus, comment je dirais, important d'avoir cette perspective-là dans le monde où on vit maintenant, au 21e siècle, avec tout ce qu'on connaît au niveau de l'immigration, de l'émigration, de l'intégration, enfin tout ça, évidemment, on comprend que déjà, ça ajoute aussi quelque chose d'important. Et cette corde-là est déjà présente. Oui, mais puis il ne faut plus avoir... Des chambres d'écho, c'est la pire chose qu'on puisse avoir. C'est-à-dire de se retrouver toujours dans des endroits où les gens partagent toujours systématiquement toute notre opinion, l'entièreté de notre opinion. Moi, j'aime être confrontée. J'aime encore qu'on me bouscule dans mes croyances parce que je me dis, OK, j'avais peut-être pas vu ça. Puis c'est là parce que sinon, on reste, je ne sais pas, on reste dans une situation où on ne peut plus sortir et évoluer. Et ça, c'est dommage. Ouais.
Tu as joué Jacques Brel, une façon de parler. OK, une façon de parler, on s'entend. Parle-nous un tout petit peu, justement, parce qu'évidemment, c'est un nom qui résonne chez la plupart des gens. C'est comme Édith Piaf, bon, c'est comme Ferré, bon, Ferrand, etc. Oui. Mais Brel aussi. Oui. Parle-moi un tout petit peu de ce spectacle-là, justement. J'ai adoré ça. Premièrement, chapeau à Pierre Rodier. C'est oui. lui qui l'a conçu, pensé. Il a choisi 20 chansons pour raconter une histoire sans paroles autres que les paroles de Brel. On était tous des personnages très typés. Tous des personnages qui pouvaient sortir de l'univers de Brel. Donc, il y avait la bourgeoise, il y avait la serveuse. Je me souviens plus s'il y avait Don Quichotte aussi. Je suis pas sûr s'il y avait le personnage de Don Quichotte. En tout cas, c'est pas grave. On y a pensé après, par la suite. Après? Oui, on se disait que, parce que Jacques Brel a effectivement écrit sur Don Quichotte. Et on se disait que ça serait peut-être bien de faire la suite de Jacques Brel toujours vivant avec Don Quichotte, qui est un personnage fascinant. Mais là, c'était le jeune artiste, la bourgeoise, la serveuse et l'homme d'affaires. Et les quatre, on se partageait à tour de rôle des chansons, mais il y avait aussi un récit qui était écrit, sans parole, dans une gestuelle très raffinée, parfois très humoristique aussi. Et la transformation des personnages se fait grâce, ils sont tellement différents les uns des autres au départ, et à la fin, les chansons de Brel les unissent et ils ont du mal à se quitter. Tu peux me rappeler qui était l'accompagnateur? Ah, c'est Dominique Saint-Pierre. C'est Dominique Saint-Pierre, oui, c'est ça. C'est Dominique Saint-Pierre, effectivement. Oui, qui a fait un travail colossal. Oui, tout à fait. Ouais. Il a adapté les chansons avec des rythmes modernes et c'était un pari risqué. C'est des monuments, Brel, Piaf, Ferrat, ce sont des monuments, puis des fois, il faut faire attention quand on y touche. Oui, effectivement, il faut pas prendre ça avec pas un grain de sel, je ne sais pas l'expression, mais en tout cas avec délicatesse. C'est ça, c'est ça, délicatesse. Oui, tout à fait. Mesdames, Messieurs, on va faire une autre pause avant d'aborder déjà c'est notre dernier segment avec Marie-Thé Morin, alors restez des nôtres. De retour à Sans détour et Marie-Thé Morin a accepté de jouer au jeu de la rafale. Vous savez maintenant ce dont il est question, c'est-à-dire questions, réponses rapides, etc., etc. Alors, c'est un jeu, hein, il ne faut pas l'oublier. Alors, on fait partie du jeu. Hein, c'est comme au théâtre et les marionnettes, bien sûr. Quel spectacle, Marie-Thé, sur scène, t'a touché, t'a vraiment, émotivement beaucoup touché? Il y en a plusieurs. Je vais dire circulation. Intéressant, intéressant. Fouiller pour voir qu'est-ce que c'est. Que mets-tu dans tes céréales, hormis le lait, bien entendu? Des bleuets. Préfères-tu le sel ou le sucre? Sel. Quel véhicule conduis-tu? Une Ford Focus. Que fais-tu pour briser la routine? Si routine il y a, bien sûr, avec Marie-Thé. Marcher. Intéressant, ça. Ça fait du bien? Beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées, hormis de marcher? Quand tu es vraiment concentré puis tu as besoin de relâcher la vapeur, comme on dit. J'écoute de la musique et je fais des sudoku. Alors là, je fais une sous-question. Quel genre de musique? Ah mon Dieu, j'aime toutes les musiques. Donc, mais ces temps-ci, je redécouvre Harmonium. Oh! Ouais. Intéressant, ça. Qu'est-ce qui prime chez toi? Le cœur ou la raison? Ou les deux? Mais je sais Le pas. cœur. Le cœur, sans aucun doute. L'importance des études versus le travail. Je pose la question et tous mes invités restent de baba quand je pose cette question-là, mais... Le travail, parce que les études nous donnent une base. Le travail, malgré le talent et tout ce qu'on sait, c'est ce qui nous permet d'avancer. Quelle application as-tu dans ton cellulaire, si tu as un cellulaire, et quelle application préfères-tu ou utilises-tu le plus? Mon dictaphone.
ton dictaphone. Oh, ça veut dire donc par conséquent que souvent, on pourrait te rencontrer et tu es en train de te parler et de retenir une idée, une interprétation. Oui, j'écris. Parce que c'est beaucoup plus rapide sur la route. Si j'ai une idée et je ne veux pas la perdre, mon dictaphone est vraiment mon outil de prédilection. Mais je suis content que tu parles de dictaphone parce que justement, ça va nous permettre d'aborder le chapitre de l'écriture. Tu disais au début de cet entretien que l'écriture a pris de plus en plus de place. Par besoin, par nécessité ou parce que les circonstances ont fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon ben moi, je m'assois, je prends le temps et j'écris. J'avais vraiment ce goût-là d'écrire depuis longtemps. Et j'avais l'impression... Depuis tout petit? Ah oui, depuis tout petit. Oui. En fait, comme je l'ai dit, enfant, j'étais extrêmement timide et réservé. Si on m'avait dit que j'aurais fait une carrière sur une scène quand j'avais 5, 10 ans, 15 ans même, j'aurais ri au nez de la personne qui m'aurait dit ça. Ça a été pour moi un merveilleux outil pour sortir de ma coquille. Mais l'écriture, c'était quelque chose que je faisais depuis toute petite. Et j'ai toujours écrit, d'aussi loin que je me souvienne. Même parce que je viens d'une famille où j'étais une des plus jeunes, je voyais mes frères et sœurs plus âgés revenir faire leurs travaux, puis je les imitais, je faisais des E, puis je faisais des vagues, des E, puis des L pour les imiter. J'avais aucune idée de ce que je faisais, mais j'avais hâte d'apprendre à écrire. Et, gauchère ou droitière? Je suis gauchère. Ah, il me semble bien que... Oui, je suis gauchère, mais ça ne fait pas partie de la rafale, c'est pas grave. Je suis une droitière forcée. Mais pendant la pandémie, ça aussi, c'est quelque chose, j'avais toujours voulu réapprendre à écrire de la main gauche. Pendant la pandémie, j'ai réappris à écrire de la main gauche. Donc, quand je dois écrire vite, je prends la main droite. Mais je me force maintenant à écrire de la main gauche parce que un petit peu reprendre une revanche sur l'enfance, sur des choses. Et donc, j'ai commencé à écrire sérieusement. J'ai toujours écrit, mais j'avais l'impression de ne pas le faire comme il faut tout le temps. J'avais l'impression de ne pas avoir le temps, de manquer de temps, tout simplement. Puis en 2012, il y a eu comme une brisure. J'avais atteint la cinquantaine, ce qui est un âge difficile pour les comédiennes. Et puis, je me suis dit, j'avais toujours dit, OK, dans la cinquantaine, je vais commencer à écrire parce que je vais jouer moins. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Et puis là, j'ai commencé à écrire davantage. Et puis là, ça fait partie de ma routine. J'ai mes rituels d'écriture à tous les jours. Justement, parlons-en de ce rituel-là. Tu te lèves le matin, tu prends ton café, etc. Est-ce que tu es plus quelqu'un qui écrit tôt le matin ou tard l'après-midi ou en soirée où tu es un oiseau de nuit, puis là, ça se met à écrire? Pardon. C'est surtout le matin, parce que j'ai un rapport avec mes rêves que j'ai commencé à développer il y a à peu près 15 ans. C'est-à-dire que je pose une question dans l'univers avant d'aller me coucher. J'y réfléchis avant de tomber endormi. Je tombe endormi. Très souvent, je vais rêver sur la question que j'ai posée, qui est en lien avec mon écriture, avec ma vie. C'est juste une question. Ça m'apporte des solutions, ça m'apporte des idées. Donc, très tôt le matin, quand je me lève, je prends mon café. Là, j'ai une grande période d'écriture intense. Et c'est souvent influencé par mes rêves, par ce que j'ai vécu la veille. Et puis, j'ai toute la routine aussi des quatre étapes de la création, de la créativité, qui est quelque chose qui n'est pas juste lié aux artistes. C'est utilisé dans des modèles d'affaires aussi, où il y a 4 étapes pour arriver à une solution. Répète-les donc pour le bénéfice de ceux et celles qui nous écoutent. Il y a 2 étapes logiques et 2 étapes intuitives. La première étape est logique. On pose une question. Quel est le problème? La deuxième étape, on y réfléchit, mais sans écrire. C'est-à-dire qu'on va faire n'importe quoi. On va faire du jardinage, on va prendre une marche. Et ensuite, on laisse les idées venir. On laisse mijoter. Laisse mijoter. Et ensuite, à un moment donné, on est en train de faire la vaisselle et bang! Les idées se mettent toutes ensemble et là, on va écrire. On écrit. Très intensément, dans ton C'est cas. très intensément. Et la 4e étape, elle est logique. On regarde ce qu'on a fait à l'étape 3
et on regarde ce qui était bon là-dedans, et on retire ce qui est nous sert pas, et on revient à l'étape 1. On repose une question, mais ce cycle-là me permet à moi, en tout cas, de toujours alimenter ma création. Est-ce que tu reviens souvent sur ce que tu as écrit? Depuis, Pour corriger, pour améliorer, peu importe la raison. Là, mais... je continue toujours à développer ma technique. Récemment, j'ai fait le livre audio d'Errance le mois passé. Et quand j'ai fait le livre audio, je me suis rendu compte à quel point le lire à voix haute, je faisais ça souvent avant. Je lisais des passages de mon écriture, voir si ça se tient, si je suis capable de le raconter à vive voix. Je me dis que ça doit être bon sur le papier. Il y a toujours la conteuse en arrière, hein? Il y a toujours la conteuse. Toujours, hein? Oui. Effectivement, oui, tout à fait. Parlons-en un tout petit peu, justement, des fameux écrits. Et on parle de contes, mais je vais aborder ça. Ouais. Les contes de Sudbury, bien sûr, Sudbury-Roy. Tu n'es pas tout seul là-dedans, je comprends, bien sûr, mais c'est probablement ce qui est très déterminant au niveau du conte en ce qui te regarde. Est-ce que je me trompe là-dessus? Bien, j'ai toujours écrit des courts récits. J'ai toujours aimé ça. Et puis, le projet des contes de Sudbury, je ne devais pas le faire. Il y a eu un désistement de dernière minute, et puis je me suis retrouvée dans cette belle aventure. Et ben, j'avais écrit un conte en 97. C'est peut-être le premier conte, c'est La jeune fille oubliée, qui se passait derrière l'école Gig. Puis c'est une histoire, d'après une histoire vraie. Mais je trouve souvent les contes gagnent à être tirés d'un fait divers ou d'une histoire vraie. Un peu comme je raconte dans le conte Sudbury, c'est mon amitié avec Paulette Gagnon, qui nous a quittés il y a quelques années. Donc, j'avais envie de lui rendre hommage. Et puis, j'ai donc écrit le conte Médium rare pour me faire croire que je pouvais encore communiquer avec elle, même si elle n'était plus de ce monde. Dans les rues de Sudbury en particulier, parce que je suis sûre qu'elle hante les rues de Sudbury. Donc, mais c'est ça, c'est juste de... Ce qui me plaît toujours, parce qu'il y a 36 situations dramatiques, il y en a même qui disent qu'il y en a juste 12. S'il y a juste 12 situations dramatiques ou s'il y en a juste 36, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste juste les personnages. Parce que c'est par eux qu'on peut raconter les mêmes situations depuis les Grecs et les réinventer, nous les faire vivre. Ce qui nous fait aimer une histoire, c'est le fait qu'on ait envie ou non de suivre le personnage. Et on en revient toujours à ça. Et de former le personnage. En d'autres mots, tu le traduis en mots, bien entendu, mais tu as peut-être une idée là-dedans, une image, peu importe, une caricature, bon, peu importe, mais de former le personnage à la fois physiquement parlant et à la fois caractériellement parlant, ça aussi, c'est un exercice intéressant. Comme auteur, j'entends. Et comme autrice, bien sûr. C'est toute la base. Oui, c'est ça. On a vraiment besoin de cette base-là, de savoir qui il est, c'est quoi son âge, qu'est-ce qui le dégoûte. Plus on en sait sur lui, plus on peut le transformer. Parce que tout récit, c'est la transformation d'un personnage. Le personnage doit être obligatoirement différent à la fin du récit que ce qu'il était au début. Puis ça peut être minuscule comme transformation, mais il faut qu'il y ait une transformation, sinon on n'a pas d'histoire. Intéressant, ça. C'est très intéressant, ça, toi, de percevoir ça. Parce qu'évidemment, en tant que lecteur, on ne voit pas nécessairement toujours non plus le cheminement. Est-ce que le cheminement du personnage correspond souvent, peut correspondre au cheminement de son auteur ou de son autrice? Il peut, tout à fait. Oui, c'est un peu ce que je disais. On ne peut pas décrire le goût d'une pomme si on ne l'a pas goûté. Évidemment. Très souvent, je vais utiliser des choses qui m'arrivent dans ma vie réelle. Je vais dire, c'est trop intéressant, je ne peux pas laisser ça passer, je vais le mettre dans mon histoire. Oui, puis je pense qu'éventuellement, on peut peut-être regarder l'œuvre littéraire d'une personne et la mettre en parallèle à la vie de l'auteur. Et on a quelque chose qu'on fait, ah ben oui, à telle époque, il se passait ça. Et je pense qu'il y a des auteurs, par exemple, qui ont été marqués par la guerre, qui ont écrit différemment après cet événement-là. De la même façon qu'on pourrait dire que
peut-être que la pandémie va avoir changé la façon d'écrire de bien des gens dans notre époque. Moi, j'ai écrit des choses que je n'écrivais pas avant, peut-être plus sur la forme. J'ai écrit des balados, ce que j'aurais jamais pensé faire ça avant. Puis je me suis créé un petit studio maison où je passe beaucoup de temps maintenant et j'improvise maintenant des textes au micro juste parce que j'aime ça. Je trouve que ça l'a... Ce serait intéressant d'entendre ça, mais enfin, ça, c'est un commentaire tout à fait personnel, si tu le désires, évidemment. Quand je suis retombé sur Errance, je me suis retrouvé, comment je dirais, ça correspondait à quelque chose chez moi. De me retrouver, et tu le décris très bien d'ailleurs, ce trou dans mon histoire comme un objet égaré. C'est juste ces quelques mots-là, je me disais, j'aime ça, ça correspond. Il y a une espèce d'attribut que tu as accordé à ce texte-là, et particulièrement à ces mots-là, qui, moi, sont venus me chercher. Errance, qu'est-ce que ça a signifié pour toi d'écrire ça? C'était une façon pour moi... il y a beaucoup de choses dans Errance, puis c'est le premier volume d'une trilogie. Oui, tout à fait. Juste avant de venir ici, j'étais en train de terminer Départ, qui est la suite. C'est beaucoup de choses liées à... Parce que j'ai connu beaucoup de deuil dans ma vie. Et j'ai jamais cessé de parler aux personnes que j'ai aimées, qui m'ont quitté. Un peu la même chose que j'ai fait avec Médium Rare. Tout à fait. Mais là, dans ce cas-ci, c'est l'histoire d'une femme qui... puis je ne vais pas trop en dire parce que s'il y en a qui ne l'ont pas lu, je ne veux pas vendre ma mèche. Tout à fait. Mais cette femme-là se retrouve dans une autre réalité sans la comprendre, sans comprendre qu'elle y est. Et elle cherche toujours, même dans Départ, même si ce n'est pas dit aussi éloquemment que ça, elle cherche toujours à combler le trou dans son histoire. Et elle va finir par le combler à la fin du 3e volume, que j'ai commencé, parce que là, bon, je suis toujours un petit peu en avance sur mon écriture. Fait que je finis le 2e, commencer le 3e pour pouvoir m'éclairer un peu. Mais c'est ça. Et il va falloir lire les 3 volumes pour finalement comprendre comment elle comble le trou dans son histoire. Et je pense qu'on a tous des... Peu importe où on est rendu sur notre route dans notre vie, il y a toujours un trou qu'on doit combler. Peut-être c'est ça qui nous fait vivre. Ça nous permet de cheminer plus loin. De s'en rendre compte des deux, et de cheminer plus loin de deux. Oui, c'est ça. C'est un peu comme si il faut toujours combler tous nos désirs, sauf un. Parce que faut se faire des réserves. C'est ça, c'est la carotte au bout du bras. On a besoin de la carotte. Pardon, oui, effectivement, tout à fait. Avant de terminer, parce qu'il nous reste à peu près 3 minutes, Marie-Thé Morin, j'aimerais juste... Tu as travaillé avec le théâtre du Nouveau Monde, c'est ce que je dis là, quel beau lapsus, théâtre du Nouvel-Ontario, effectivement, Triangle Vital, la Bibite poétique, théâtre du Trillium, bien sûr, d'avoir contribué à l'œuvre théâtrale par le jeu, par les textes, etc., en Ontario français. Quelle fierté tu en retires ou quel sentiment tu en retires? Je répondrais que ce qui me touche le plus, c'est quand, puis ça m'arrive de plus en plus souvent, ça c'est l'âge aussi, c'est que quelqu'un me dise « Ah, quand j'ai vu ce spectacle-là, ça m'a fait comprendre que je pouvais faire quelque chose de différent. » Ou quand les gens me disent « On te suit depuis longtemps, puis tu nous apportes quelque chose qui... » Oui, j'ai une grande fierté de ça, parce que c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui nous oblige à continuellement être en introspection. Moi, je ne l'ai jamais dissocié d'une forme d'évolution humaine. C'est pour moi très important, ça. C'est pas gratuit ce qu'on écrit, ce qu'on raconte. Je reviens souvent à ce mot-là. C'est notre humanité, c'est notre... et notre milieu franco-ontarien est riche de grandes humanités. Et si je suis capable d'en rejoindre quelques-unes, puis que ça inspire des jeunes à prendre le métier, puis à le faire avec ce respect-là, de nous faire évoluer, de continuer à faire progresser notre monde, je serais très heureuse de juste avoir fait ça dans ma vie. Marie-Thé Morin,
Ça a été un plaisir de te recevoir à Sans Détour. Vraiment un moment privilégié. Et j'espère justement que moi, ça m'a permis de faire un bout de chemin en ta compagnie. J'espère que vous également, mesdames, messieurs, vous avez pu faire un bout de chemin entre la compagnie de Marie-Thé Morin. Merci énormément, Marie-Thé. Merci, Jean-Paul. Ça a été un beau moment. Et bien sûr, mesdames, messieurs, je vous invite à nous suivre et à une prochaine édition de Sans Détour.